Salut les amis, je poursuis ma recherche d'un compagnon. Les filles, on sait que coucher c'est facile, mais moi ce que je veux, c'est construire une relation. Après 2 émissions, j'ai beaucoup appris jusqu'à l'étape de la rencontre. Aujourd'hui, on va parler du début du couple. Et là, il y a encore quelques ajustements. Je vous dirai ce que j'ai vécu. C'est vrai que j'ai l'esprit beaucoup plus ouvert depuis que j'ai commencé ce talk show. Pour comprendre l'effet Frank Lovey, imaginez votre maison, vous pensez la connaître. Eh bien, il va toujours vous faire découvrir une pièce supplémentaire. Et notre maison, c'est notre cerveau. Notre invité aujourd'hui a traversé l'Atlantique par amour. L'humoriste Sebastian Marx est avec nous, il est américain et il va nous éclairer sur les différences culturelles en amour. Et puis surprise, j'ai également discuté avec Mélodie Gardot sur l'amour et elle a eu envie de poser une question à Franck. Pourtant, ça devait être nous. L'amour est bien plus fort que nous. Mon travail sur la langue française aujourd'hui, c'est pas sur comment améliorer mon niveau, c'est plus sur comment accepter le fait que je vais parler comme un touriste allemand pour le reste de ma vie. On n'est pas bien là? Sébastien, moi je suis allée voir ton spectacle au Métropole et c'est là que j'ai appris que c'était l'amour qui t'avait amené en France. Oui. Ouais. J'ai rencontré une Française quand j'étais à New York et une Toulousaine, donc j'ai vécu plusieurs années à Toulouse, mais je suis plus avec elle. Hein. Ah, ça y est. Donc je suis venu avec, pour une Française, je suis resté pour les autres. Ah, tu as eu déjà plusieurs expériences, tu t'es quand même pas engagé à la légère comme ça avec une Française. Plusieurs expériences avant cette Française ou depuis cette Française? En France. En France, oui, un peu, oui. Et je suis venu avec elle, mais après j'étais célibataire pendant 1 an et maintenant ça fait 12 ans que je suis avec ma grande femme actuelle, la mère de mes 3 enfants, mon amour pour la vie, au cas où elle regarde. Je veux insister là-dessus. Voilà. Donc, non, mais on peut dire la vérité. Je pense qu'elle va pas regarder. si, par curiosité, oui, je la connais. Elle va regarder, tout à fait. Alors, à ma droite, nous avons donc un Américain, couple mixte, 3 enfants, expérimentés, 15 ans d'expérience en France, Sebastian Marx. Et à ma gauche, un profil plus traditionnel, voire un peu banal, couple recomposé, 5 enfants, Frank Lovey. Tu pourras te manger tout à l'heure quand je raconterai mes histoires. J'ai gagné 2 gosses déjà. Ouais. Et messieurs, voilà l'objectif, c'est mon bonheur, c'est-à-dire m'aider et tous ceux qui nous regardent à avoir un bon état d'esprit quand on démarre un couple, à mettre toutes les chances de son côté. Donc, quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les peurs les plus fréquentes? Comment gérer les premières disputes? Et grâce à Sébastien, que pourrions-nous apprendre des Américains? Donc, on va aller voir ça ensemble. Mais avant, Franck, quels sont les enjeux, selon toi, du début du couple? Je dirais que en fait, ce qui se joue au début, c'est surtout l'expérience d'en avoir un peu marre de se tromper. Tu sais, quand ça fait 10 fois qu'on essaye, qu'on mise et puis qu'on se dit merde, c'est encore pas là et qu'il faut recommencer. Il y a cette espèce de truc, tu vois, je pense que le premier enjeu quand on parle du début du couple, c'est en finir avec les fausses pistes. En tout cas, c'est ce que je ressens en premier. Mais en parlant de fausses pistes, t'en es où toi exactement là? Ah oui, moi il y en a eu plusieurs des fausses pistes. Justement, c'est l'occasion de faire un petit peu un point. Alors déjà, il y a quand même du progrès, il y a quand même de l'évolution. Je vais te faire un petit brief aussi parce que t'as pas suivi les premières émissions. Donc déjà mes critères, parce qu'au départ faut savoir que j'avais beaucoup de critères. Oui. Ces critères là, ça y est, c'est fini. Ils ont tous sauté. Oui. Enfin beaucoup. Les moins de 30 ans, c'est terminé. Et même les chauves ont le droit de me parler. Ah, tu vois, c'est vrai. C'était pas gagné. Moi, c'était pas gagné. J'hésitais même à te regarder là. Tu vois, je me sentais pas à l'aise. Alors un exemple. Il y a quelques semaines, sur une péniche, tu sais que j'aime aller sur les péniches, Franck, je rencontre un grand d'1m88, crâne rasé, mais mignon quand même, hein, il avait un truc le mec. Il m'aborde, on commence à danser, donc vous savez ce que c'est, on se rapproche de plus en plus. À un moment, je me retrouve collée à lui et là, je sens un truc dur au niveau un petit peu de son bas-ventre, au niveau de la ceinture. Aïe. Donc je le regarde, il a l'air un peu gêné. Donc je sais pas, vous seriez dit quoi vous à ce moment-là? C'est un flingue. Mais bravo, wow, bravo. En tant qu'Américain, je comprends. Mais c'est ça, tu vois, tu as le réflexe. Mais c'est vrai qu'en France, on a moins l'habitude. Donc effectivement, moi j'étais quand même assez surprise. J'étais sur une arme également. C'était effectivement son arme de service que je sentais, puisque le mec, effectivement, c'est un flic. Et comme il était d'astreinte ce soir-là, c'est pas comme les États-Unis, on sort pas avec ses armes partout. Là, il était d'astreinte. Et donc, il portait son arme sur lui, normal en soirée. Donc voilà où ça mène les chauves, Franck, tu vois. Ça commençait bien. Donc ça, c'était quand même une petite anecdote, mais tout ça pour dire que je fais énormément de rencontres en ce moment, d'hommes célibataires, ça aussi, ça a changé, qui semblent notamment avoir les mêmes intentions que moi.
être en relation de couple. Mais le problème, et là où j'ai quand même besoin de vous et de votre éclairage, les garçons, c'est que ces mecs-là, ils ont tendance à vite disparaître. C'est-à-dire qu'au départ, on se rencontre, on s'envoie des textos du type on a une super connexion, on va se revoir, etc. Et puis, d'un coup, plus de son, plus d'images, plus de nouvelles. Et j'ai compté, je suis quand même à 3 disparitions inquiétantes en 2 semaines. Donc, il y a le flic, un prof de yoga prénatal. Là, je vois que j'ai élargi les critères. Là, je pense que c'est une chance. Et un adepte du karaoké. On s'est rencontrés sur une chanson. Donc voilà. Donc je me disais que quand même, avant d'entamer et de rentrer dans le vif de notre sujet, qui est le début de couple, il fallait peut-être régler ce problème. Où sont passés ces hommes? Cette volonté qu'on a de faire des rencontres, est-ce qu'elle s'oppose pas finalement à la naissance d'un couple? Oui, à mon sens, oui, complètement. C'est-à-dire qu'effectivement, pour moi, dès qu'on il y a trop de pression, il y a trop de volonté, il y a trop de désir sous-jacent, et c'est une pression en tant que telle. Mais ces gens qui disparaissent, est-ce que c'est après que vous avez couché ensemble ou pas? Je pense qu'il y a quand même un petit détail qui est quand même important, parce que je pense qu'aussi, un peu dans le même sens que Franck, ça dépend de quoi on parle là, parce que aussi il y a beaucoup d'hommes notamment qui sont à la recherche de la conquête, et donc forcément si après s'ils arrivent à ces bouts là, du coup il y a plus tendance à disparaître que sinon. Donc alors, en ce qui sais pas si c'est une question trop intime, mais je pense que c'est quand même un détail qui est important. Alors, en ce qui me concerne, ils sont partis avant. Il faut coucher plus vite, beaucoup plus vite. C'est ça le truc, c'est ça que j'ai pas compris en fait. Moi, je veux prendre mon temps, y aller tranquillement. En fait, c'est pas la bonne. Non, c'est tout de suite. C'est avant même de parler en fait. C'est là. Là, on commence par ça en fait. On commence par ça. Voilà. J'ai une autre question pour toi dans la rubrique j'aime pas. Qu'est-ce que t'aimes chez les Américaines et qu'est-ce que t'aimes pas chez les Américaines? Je trouve que les Français sont plus passive par rapport à la drague. Aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a plus une question d'égalité de sexe, que c'est moins tabou qu'une femme va aller directement draguer un homme. Parce qu'en France, j'ai l'impression que la façon de draguer à la française, c'est très subtil, quoi. Parfois, elles ont l'impression qu'elles draguent juste parce qu'elles envoient. Les mini-signaux. J'ai regardé, je lui souris. Ah, d'accord, ça c'était ta façon de draguer. Waouh, ok, d'accord. C'est plus clair aux États-Unis, finalement. Oui, c'est plus clair aussi. Ils sont plus à l'aise. Oui, parce que j'ai l'impression que, peut-être c'est une question de nouveau monde et ancien monde, peut-être, côté traditionnel, mais j'ai l'impression, là-dessus, je trouve que les Français draguent moins, ou au moins d'une façon beaucoup plus subtile que les Américaines, et je parle même des Canadiennes, québécoises, c'est sûr qu'elles draguent plus que les Françaises, au moins plus clairement. Et pour revenir un peu à répondre à la question par rapport à pourquoi les hommes sont partis, et la raison pour laquelle... Tu veux m'aider à résoudre mon problème? En fait, je trouve ce que j'aime avec les Américaines, et ça passe, les Américaines, c'est la culture américaine, quand il s'agit de couple, c'est la communication. J'ai l'impression que on communique beaucoup, c'est très important, et je trouve ça c'est très bien, très sain, et justement ça évite des malentendus. Je trouve qu'on perd moins de temps aussi. Si on est clair dès le début, c'est plus évident s'il faut rester ensemble dès le début ou pas. Tandis que j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de tacitement admis, est-ce qu'il m'aime? Pose-lui des questions, quoi. Qu'est-ce que tu cherches? Demande la question, même au pieu. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup il a pas compris ce que mais dis-nous. Et j'ai l'impression aux États-Unis, on est beaucoup dans la communication, surtout aujourd'hui, de plus en plus. Et je trouve qu'en France, je sais pas si c'est un tabou, ils ont l'impression, les Français, que ça casse le côté romantique. Non, ça existe. C'est le jeu de devinette, en fait. C'est, en France, on dit rien, de manière à ce que si l'autre trouve la bonne réponse, ça prouve qu'il nous aime. Donc, en gros, c'est je communique pas, devine ce que je veux, si tu devines bien, t'es le bon. C'est ça. On est là-dessus. Complètement. Donc, évidemment, ça part sur des malentendus en empilade. Quels sont les points forts des femmes françaises? Alors, elles communiquent moins bien que les Américaines, mais elles ont quand même des poinns forts. Qu'est-ce qui te semble peut-être aussi moins facile avec les femmes françaises? La beauté. En fait, la question là, on le sait, elle est caduque. Il n'y a pas de... C'est la beauté, Sébastien, je sais pas. Je suis d'accord, mais je peux pas nier ça. Mais bon, ça c'est aussi dans leur encore comportement, par exemple, parce qu'on dit les Américaines, elles communiquent beaucoup plus facilement, elles sont plus à l'aise, elles draguent aussi plus facilement, mais on a quand même des points forts, nous les Françaises, dans nos maintenant, comportements. je commence à me poser la question parce que je suis oui, c'est ça. Non, en fait, j'ai l'impression que aussi ironiquement, il y a plus une détente chez les Françaises. Quand il s'agit, ce sont des clichés, mais
il y a un côté plus bon vivant chez les Françaises que j'aime beaucoup. On s'en fout si on boit un coup. Tandis qu'il y a un cliché des Américaines très saines. Je sais que vous avez le cliché de tous les Américains sont que de gros, mais moi j'ai grandi à New York. T'as raison. Et la plupart des amis sont soit à New York, soit en Californie, et c'est vraiment une espèce de obsession de healthy. Complètement. Il faut être sain ou saine dans ce cas-là. Et en France, on peut aussi être sain et aussi boire du vin de temps en temps et profiter de la vie aussi. Et ça, j'aime beaucoup chez les Français et les Françaises aussi. Ouais. En tout cas, tu t'es mis en couple avec une Française avec elle que tu as choisi d'être. Complètement. Et selon ton expérience, Franck, toi qui rencontres des milliers de personnes à travers tes stages, est-ce qu'il y aurait une difficulté supplémentaire à former un couple mixte, justement, quand il y a cette double culture dans le Ah oui, clairement. On le voit, et c'est justement des problèmes de communication. Le truc en fait, c'est que la communication, elle nécessite un référent commun. Et il y a cette difficulté lorsque on communique, lorsqu'on dit une phrase, si on est français ou si on est par exemple anglais, on va pas mettre la même chose en dessous forcément. Donc il y a besoin de parler plus, tout simplement. Lorsque on est des couples mixtes, ça nécessite de parler beaucoup plus parce qu'on est obligé de presque mettre à jour le système de référence sous-jacent pour que quand on parle, on sache vraiment où ça arrive et d'où ça part. Donc pour moi c'est le seul obstacle, c'est vraiment des histoires faut démultiplier la communication quand on est un couple mixte, à mon avis c'est nécessaire quoi. Enfin je sais pas ton expérience là-dedans mais complètement. Ouais, parce que aussi surtout si les cultures déjà il y a une question linguistique qui entre là-dedans. Parfois les mots veulent pas dire la même chose dans chaque langue, mais aussi oui culturellement parlant j'ai vu les différences culturelles avec ma chérie assez tôt par exemple, avec un autre truc entre la culture française et la culture américaine qui va dans le sens de la communication, quand on devient exclusif avec quelqu'un, ça c'est dit. C'est une espèce de réunion, peut-être c'est trop officiel pour Génial. vous. Même on sort pas un contrat, mais on est à 2 doigts de sortir un contrat. Mais c'est vraiment une conversation. Est-ce que on passe le cap de se dire entre nous qu'on couche pas ailleurs? Et en France, j'ai l'impression qu'il n'y a pas cette discussion. C'est au premier regard. Ouais, voilà. C'est encore une fois, c'est tacitement admis. Il faut juste savoir que c'est évident que. Et non, en fait, parce que chacun a ses objectifs ou ses buts dans une relation. Et là, par exemple, je me suis trouvé justement dans une situation embarrassante là-dessus, que c'était clair pour elle qu'on était exclusif et pas moi. Et, je n'ai pas reçu ce mail. Justement. Mais justement après, et là j'ai vraiment senti la différence culturelle que moi j'ai dit justement pour moi il faut que ça soit clair, il faut qu'on aille cette conversation. On a appris que t'avais été infidèle. D'ailleurs, t'en parles dans un sketch. Je crois qu'il t'est arrivé une petite aventure avec ça. Non, mais c'était avant. C'était avant. Là, on parle de. Oui, fait un peu. J'étais avec deux filles dans la même période. Mais j'étais pas exclusif à cette époque-là. Voilà. Et qui avaient le même prénom. Et on dirait que le problème c'était bien joué hein. Ouais. Et donc quand on a elle s'appelait j'ai dit dans mon spectacle elle s'appelait toutes les deux Sophie, mais en vrai elle s'appelait toutes les Jen parce que c'était aux États-Unis. Et on dirait que la seule chose dont on n'aurait pas à avoir de soucis, c'est de dire le mauvais prénom pendant qu'on fait l'amour. Pratique. Mais j'ai trouvé la façon de merder. J'ai dit l'autre Jen. Voilà, donc et elle a compris. Elle a compris, ouais, donc qu'elle n'était pas la seule. Ouais. Mais quelle est la première raison, à ton avis, Franck, pour laquelle les jeunes couples échouent? Le premier truc, c'est la quête de la bonne personne, la quête du bon. C'est-à-dire dès que j'imagine qu'il y a quelqu'un qui est né pour moi, dès que j'imagine qu'il y a quelqu'un d'unique pour moi, l'autre en fait devient simplement quelqu'un qui passe dans mon filtre pour vérifier que c'est bien lui ou que c'est bien elle. Et ce désir d'être unique nous met en quête de quelqu'un d'unique, c'est-à-dire de fait absolument pour nous. Donc pour moi le premier obstacle il est là. Et évidemment tout simplement parce que dans mon monde, si il y a quelqu'un qui est né pour nous ou si on attend la bonne personne, ça signifie en fait que le couple il va se faire
parce que par un espèce de miracle de la génétique ou de je sais pas quoi, il s'avère que quelqu'un va être parfait, on va jamais s'engueuler avec, quand on va baiser ça va être extraordinaire, et tout va se dérouler sur un espèce et pour le reste de la vie. Oui, c'est un tapis roulant sur lequel tu montes et qui t'emmène dans le cercueil, hein. C'est prévu comme ça, tu vois, il y a quelque chose comme ça, et du coup, si tu veux, ça nous retire tout effort à faire, c'est-à-dire qu'on n'a plus à fabriquer notre couple, on n'a plus à amener quelque chose dans l'histoire, on n'a pas à amener de la tendresse, de l'amour, du partage, de la relation, de la communication, on n'a plus rien à amener, c'est fait. That's it. Et moi, ouais, je deviens complètement bilingue dès que je te vois. C'est tout ce que je sais dire en américain. Et ça, en fait, pour moi, c'est vraiment retirer tout le plaisir de la fabrication. Pour moi, un couple, en fait, ça doit se faire. Ça doit être un truc qu'on fabrique ensemble et qui doit être un pied à avoir ensemble, qui est voilà, on démarre et puis après on fabrique le truc tous les deux jour après jour et on voit comment ça vient. Alors s'il n'y a pas d'évidence et qu'il n'y a pas une personne faite pour nous ou un partenaire idéal, ça veut dire qu'on peut justement, tu parles de fabriquer un couple, on peut fabriquer un couple avec n'importe qui à partir du moment où on se plaît. Ouais. Pour moi c'est ça, oui, tu le dis bien, c'est-à-dire à partir du moment où on se plaît, mais c'est parce que tu sais, je pense que si on considère qu'on est 8 milliards sur Terre et qu'il y a genre 5 milliards de femmes, par exemple, il s'avère que je vais pas rencontrer les 5 milliards. Je vais rencontrer en fait les femmes qui sont là. Et souvent en fait les femmes qui sont là, elles sont pas là par hasard. C'est parce que en fait, évidemment, on est dans les mêmes horizons, dans les mêmes milieux, dans les mêmes. Finalement, c'est pas si par hasard que ça. Et je pense qu'effectivement, celle qui est là, à un moment donné, si je me penche sur la relation et que j'y amène quelque chose et qu'effectivement il y a ce point de départ de je te plais, tu me plais, qui est déjà un point de départ, oui, je pense qu'on peut construire un truc. Et que du coup, l'idée n'est pas de chercher tout de suite chez l'autre, c'est où le défaut, qu'est-ce qui merde, ça y est, ça prouve, c'est pas pour moi, dégage. Et ça, pour moi, c'est l'inverse de fabriquer un couple. Ouais, c'est un peu le réflexe, en fait, c'est ça. Et quand on tombe on commence, parce qu'au début de couple, on commence à se dévoiler, à découvrir les défauts de l'autre. C'est un peu le réflexe qu'on peut avoir, de se dire, au moindre défaut, ou quand on traque les défauts des... Mais j'ai l'impression que la clé, c'est d'aimer le défaut des autres. En fait, c'est ça que quand tu aimes ou au moins tu acceptes les défauts des autres, ça c'est le bon point de départ quelque part. Ouais, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi, je parle là-dessus, c'est-à-dire que si tu veux, au début ça part sur je vais aimer le défaut de l'autre, et si on se permet d'aller plus loin dans le couple, on verra à un moment en fait que ce qu'on appelait défaut à un moment peut s'avérer être une ressource, quelque chose en fait sur lequel on peut vraiment s'appuyer. Pour moi en fait les choses ne sont pas trop à voir en termes de défaut ou de qualité, mais en termes il y a un sujet, et ce sujet-là peut être à certains moments une qualité, à certains moments un défaut. Tu sais, si on fait une colonne de bien ou mal, qualité, défaut, on prend un truc comme l'agressivité. Bon, l'agressivité c'est mal. Tu vois, c'est dans notre colonne mal. Maintenant, tu vas chercher ton gamin à l'école et au moment où tu vas le chercher, tu vois quelqu'un qui est en train de l'entraîner pour le faire monter dans une camionnette. L'agressivité, d'un seul coup, là, ça redevient bien. Tu vois le genre? Et en fait, c'est l'instant qui préside. C'est une qualité ou c'est un défaut. C'est dans quel instant est-on? Et dans cet instant, il s'avère que des qualités peuvent devenir des défauts et des défauts devenir des ressources, quoi. Alors la radinerie, par exemple. C'est intéressant de te demander parce que radin, c'est jamais. C'est aussi. On est en train de parler du début du couple. Et lorsque au début du couple, je tire déjà la conclusion que l'autre est radin, ça signifie que ce que je cherchais chez lui, c'était d'avoir la preuve qu'il est bien généreux. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire quoi? Je cherche un homme généreux. L'idée c'est quoi? C'est qu'il faut montrer tout de suite qu'il paye pour quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Est-ce que en fait il est radin? Ça veut dire vas-y, je serai ta poupée, casque. On est où? Est-ce qu'il est en train de te retirer ton pouvoir, en train de te dire bon je paye puisque manifestement t'es une femme donc tu es moins que moi, donc forcément t'as pas de thune, donc t'es une pauvre petite chose, donc je suis censé te mettre à l'abri dans un bon gros mouvement patriarcal. C'est quoi l'idée qui est en dessous? Qu'est-ce qui te gêne là-dedans avec le alors, moi, je donnais un exemple, c'est vrai que c'est qu'elle va devoir, elle, dépenser non. Non. Le raccourci que je fais, c'est de me dire, ok, s'il est même pas capable de m'inviter pour un café, pour un restaurant, est-ce qu'il va être capable d'être généreux en amour? Je faisais un peu cette comparaison-là, en fait. Au contraire, je vois qu'il y a quelques hommes
qui partagent la note d'un restaurant plus comme un signe de égal homme-femme qu'autre chose. Partager la note, voilà. Mais c'est si à dépend, répétition ou si même des fois la femme doit payer. Hein, moi, ça m'est déjà arrivé ça, par contre, de devoir payer. Et alors? Oui, voilà. Et alors? Mais effectivement, j'ai tendance à avoir une petite lumière qui s'allume en me disant bon, attention, une fois, deux fois, si à chaque fois c'est ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est vraiment capable d'être généreux dans ce qu'il va m'offrir en amour. Peut-être qu'en fait, simplement, il est en train de dire, ok, je joue le jeu de, t'es une femme, t'as ta validité, t'as ton pouvoir, et je te laisse l'espace de ton pouvoir. Souvent, en fait, la générosité, tu sais, c'est quelqu'un qui va chercher à acheter l'émotionnel. C'est-à-dire, j'ai peur d'être un mauvais gars, je paye. J'ai peur de ta réaction, je paye. J'ai peur de quelque chose, je paye. Tu sais, quand on fait des cadeaux, très souvent, en fait, on est en train d'acheter l'émotionnel de l'autre, d'acheter la peur d'être une mauvaise personne. Ouais, donc faut se méfier aussi des hommes qui font trop de cadeaux, quoi. Faut se méfier de rien, c'est sûr. Voilà. Et maintenant que tu as entendu ce que dit Franck, quel est le défaut que tu préfères chez ta femme, alors? Ah ouais, je pense que le côté, comme je disais... qu'elle est française. Ouais. Non, le côté, à la fois, j'adore son côté bon vivant, mais en même temps, ça peut être un extrême où justement, j'ai l'impression que, dans mon spectacle, je parle de fourmis et cigales. Ah oui. Et le fait qu'il y a deux types de personnes, et moi, je mettais toujours dans la case cigale. Parce que moi, je viens d'une famille de fourmis. Et donc, dans ma famille, j'étais la cigale. Je suis plus l'artiste j'ai quitté les États-Unis pour suivre un rêve en France. Et voilà. Et donc, moi, je pensais toujours être cigale. Et j'ai rencontré ma chérie, qui est encore plus cigale que moi, qui est super, mais en même temps, ça m'oblige d'être la fourmi du couple. Et ça m'énerve. Et donc, son défaut par exemple, on a 3 enfants quand même, donc elle est très fêtarde, pas partout le soir. Quand on fait la fête, elle fait à fond. Donc elle est géniale là-dedans. Donc j'adore m'éclater avec elle dans une fête, mais en même temps, parfois je dis, mais tu te souviens, on doit chercher des enfants dans 3 heures. Hein. Et elle dit, je m'en fous de tout. Et donc c'est super qualité, mais en même temps, parfois, bien sûr, ça peut m'énerver parce que du coup, c'est à moi de rattraper à sa cigalitude. Alors, en même temps, j'imagine que ce qui doit un tout petit peu t'énerver, c'est qu'elle te renvoie à la fourmi que t'avais essayé d'éviter d'être. Ah oui, et ça me force à avouer que je suis plus fourmi que ce que je voulais. Ouais, c'est ça. Quelque part, j'aimais me dire, ah oui, je suis celui qui est rock'n'roll, mais face à elle, j'ai dit, en fait non, en fait, je suis coincé. Et donc ouais, ça m'énerve aussi, effectivement, complètement. Alors parmi les premiers pièges à éviter, donc chercher le bon, la personne parfaite, une personne faite pour nous, ça n'existe pas, et éviter de traquer les défauts des autres. En tout cas, les défauts sont aussi des qualités, si on doit retenir quelque chose. De base. Et en tout cas, Sébastien, vous avez trouvé un bon moyen de cimenter votre couple. Moi, j'ai regardé aussi, tu en parles dans ton spectacle, c'est détester la même personne. Alors, on va regarder un extrait de ton spectacle au Métropole, justement, Sébastien. Mais la chose qu'on déteste le plus au monde, c'est quand quelqu'un qu'on déteste aime quelque chose qu'on aime. Parce que dans ce cas-là, on ne sait pas s'il faut commencer maintenant à aimer la personne qu'on détestait ou il faut maintenant détester la chose qu'on aimait. Par exemple, une fois, on était à une soirée avec Stéphane et quelqu'un a mis le morceau Machista d'or de M. Et là, Stéphane dit « Oh, j'adore M !» On dit « Oh, fichier !» Il aime M aussi. Donc, on a tout de suite enlevé M de notre playlist. Bah oui, on va pas commencer à aimer Stéphane. Il est le ciment de notre couple. En dehors de Stéphane, quelle astuce d'humoriste tu peux encore nous donner pour consolider un couple, du coup? C'est vrai que détester la même chose et aimer la même chose, ça aide. Mais surtout détester la même chose. Hein. Ouais, on dit que l'amour est plus fort que la haine, mais pas du tout, en fait. C'est ça qui est ironique. Moi, Stéphane, c'est un personnage fictif qu'on a créé, que moi j'ai créé pour représenter la personne que tu détestes. Et c'est tellement une force quand toi et ton partenaire détestent la même personne parce que ça donne à 1000 sujets et tu peux vraiment se rapprocher. On sait de quoi pas devenir surtout. Ouais, ça c'est sûr. Et du coup c'est comme dire du mal de quelqu'un, ça rapproche. Ça fait du bien. Ça fait du bien quoi. Tu vois. Ça te rend de plus en plus français. Ouais, voilà. Là, je suis tombé complètement dans le francicisme. C'est vrai que justement, cette recherche des points communs, c'est une bonne base pour débuter un couple.
il y a quelque chose de cool là-dedans, à trouver le plaisir de c'est cool, je suis heureux que tu aimes cette musique et je suis heureux que tu aimes bien la façon dont on se touche et c'est cool d'être sur la même longueur d'onde, mais faut pas que ça devienne un absolu. On regarde comment être similaire, c'est un ciment dans le couple, mais ça existe aussi à l'inverse. C'est-à-dire que nos différences aussi sont de la solidité. Il vient de l'exprimer quand il dit elle fait la cigale parce que je suis capable de faire la fourmi. Si on a 2 cigales, les 3 gamins ils ont plus de parents. Donc à un moment donné, c'est bon aussi de trouver chez l'autre le pendant. Et à quel point aussi aimer les mêmes activités est important. J'ai l'impression que c'est tellement important que les 2 personnes aiment les mêmes activités, parce que sinon ils partagent pas grand chose à la fin. Ouais, c'est souvent le cas. Et en fait, moi, ce que j'ai observé à travers ça, c'est que en général, on est capable d'aimer les mêmes activités que l'autre, mais dans plein de couples, si tu veux, il y en a qui cherchent la fuite. C'est comment je me barre, tu vois. Et donc l'activité, elle est presque choisie pour je vais faire une activité où je suis sûr de pas voir sa gueule, tu vois. Et parce que en fait, pour beaucoup de couples, et là, je sens que c'est vraiment pas le cas. Mais pour beaucoup de couples, le couple est un endroit anxiogène où je ne peux pas être réellement moi, parce que j'ai vendu que j'étais ça, et à chaque fois que je suis avec l'autre, je suis obligé un peu de me contraindre. Et donc je cherche des espaces de respiration, donc j'ai besoin d'avoir mes potes avec qui je peux être vraiment moi, parce que quand je suis dans le couple, je me sens pas être vraiment moi. Donc on cherche un peu de liberté. Exactement. Mais c'est l'équilibre à trouver aussi. C'est-à-dire que on peut être d'une certaine façon dans un couple, et après un moment, ça fait chier, donc on a envie d'aller ailleurs. Et quand j'ai dit ailleurs, avec les amis ou d'autres activités. J'avais traduit. mais parce qu'on a plusieurs façons d'être. C'est-à-dire que moi, je suis une façon avec ma chérie que je suis pas forcément avec mon meilleur ami. Et les 2 sont bien, et les 2 sont moi aussi. Mais les 2 sont. Et si je suis trop avec l'un ou l'autre, du coup, il y a quelque chose qui fonctionnerait pas. Oui, donc c'est un équilibre. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour ça que je parle de fuite. C'est-à-dire que si à un moment d'aller voir ton meilleur ami, c'est parce que tu veux fuir ta femme, il y a un problème. Et on peut être tranquille avec ça, simplement de se dire. Exactement, on peut être tranquille, mais c'est à nous. Mais on prend du temps pour nous. C'est à nous de sonder, si tu veux. Moi, je me rappelle d'un truc qui était vraiment bizarre, mais quand mes premiers enfants sont nés, j'avais tellement la trouille de pas savoir faire. Mon fils, quand il est arrivé, il pleurait souvent parce qu'il avait mal au ventre. Et alors moi, les pleurs de mon fils, c'était juste insupportable. Je savais pas comment gérer, j'étais emmerdé. Je partais 1 heure plus tôt au boulot tous les jours. Et dans ma tête, c'était parce que j'assurais, tu vois. Je suis responsable, je pars au travail et machin. Et j'ai mis un temps de dingue à comprendre qu'en fait, j'étais juste sur comment on se barre de là en ayant une bonne raison. Donc l'idée aussi, c'est de savoir qu'est-ce qui crée le mouvement. Est-ce que je vais au tennis parce que je peux pas la saquer ou parce que j'adore le tennis? C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ouais. J'ai une question importante aussi, parce que c'est souvent ce qu'on recherche en début de relation. Comment on donne l'opportunité à l'autre de nous aimer? Comment on lui donne toutes les chances de tomber amoureux de nous? C'est un peu ce qu'on recherche aussi au début. Oui, c'est un peu ce qu'on recherche. Alors moi pour moi le truc le plus important, c'est ça renvoie un peu d'ailleurs sur pourquoi les mecs disparaissent. Ah, très bien. Je vais finir par avoir des réponses, grâce à vous. Mais je trouvais ces réponses vachement pertinentes justement. Donc attention là, ils vont plus disparaître. Faites bien gaffe parce que ils vont tous rester, je vais avoir le choix. Peut-être que au fond vous êtes plutôt contente qu'il disparaisse, mais bon après. En tout cas, le flic, je sens que t'étais pas mécontente de plus le revoir, mais c'est après bon, c'est peut-être juste une sensation comme ça, mais c'est le côté arme, gun. Ouais, c'est ça. C'est dur, mais c'est froid. Il y a un problème. Non, ça peut être un côté aventure aussi. On se dit. Un petit côté cowboy. Voilà. Je l'appelais Clint Eastwood. C'était son petit surnom après la soirée. Ah ok. Alors, voilà. Comment on donne l'opportunité à l'autre de nous aimer? Comment on pour moi, en fait, de tomber amoureux de nous? Pour moi, ce qui donne le plus de chance, c'est d'arrêter les stratégies. Les stratégies de communication, les stratégies de mise en relation, les stratégies d'approche et tout ça. Et ce sont pour moi les stratégies qui créent tout ce truc-là. Lorsque tu es en train de communiquer avec un autre être humain et que tu arrives avec des stratégies de comment je vais faire pour le prendre pour un con,
comment je vais faire pour qu'il me prenne pour ceci, ou comment je vais faire pour qu'il imagine cela. Tu sais, comme ce truc de faut pas que je le rappelle trop tôt, parce que sinon il va penser que comment il faut que je me maquille pour qu'il pense que je suis cool mais pas trop, comment il faut que je me sape pour qu'il ait envie mais pas trop. Faut pas que je lui montre que tiens-toi lui dès le début de la pour relation, moi, ça peut le faire fuir. Et pour moi, le truc de la stratégie, il est je manque de confiance en moi, je suis pas sûr d'être quelqu'un de digne d'amour, donc je vais arriver avec une stratégie. En fait, je suis en train de retirer tout de suite à l'autre toute possibilité d'aimer chez moi ce qu'il a aimé. C'est très simple, c'est très net, c'est tout ce qui pourrait être attirant chez moi, donc ce qui est ébréché, ce qui est cassé, ce qui doute, ce qui manque de confiance, ce qui est fragile, donc tout ce qui est une possibilité d'aimer pour l'autre, je lui retire immédiatement, en lui fourguant une fausse image d'un truc parfait, qui est impossible à aimer, Personne ne tombe amoureux d'une affiche, ça marche pas. Et pour moi, c'est ça le problème de base. C'est-à-dire que si je veux vraiment donner une chance à l'autre de m'aimer, d'abord, j'arrête d'arriver avec des stratégies. J'arrive comme je suis, et c'est ça, en fait, donner l'occasion à l'autre de dire, voilà, en fait, ce qu'il a aimé, c'est ça. Peux-tu le faire? Et s'il peut, c'est bien. S'il peut pas, j'ai du temps de gagner. Alors, arriver sans stratégie, se présenter tel qu'on est, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on montre aussi quelque part des parts chez nous qu'on pourrait considérer nous comme vulnérables, ou qui pourraient être repoussantes pour l'autre, puisque la peur au départ, il y a comme cette tentative d'hameçonner l'autre, et la peur au départ, c'est peut-être de se dire voilà, il va me voir. Ouais, c'est ça. Ouais, tu le dis parfaitement. C'est ça. C'est à partir du moment où t'es en train de devoir hameçonner quelqu'un, on est vraiment dans de l'arnaque, quoi. Comment je peux l'appâter? À partir du moment où effectivement je considère que des défauts sont indignes d'amour, je suis pas en train de vouloir faire un couple, quoi. Y a pas de défaut indigne d'amour. Et ça pue, tout ça. C'est-à-dire quand on le sent. Oui. C'est-à-dire quand tu sens quand la personne devant toi est en train d'être dans la stratégie, tout ça se sent tout de suite, et donc ça peut faire fuir. Je pense que c'est pour ça qu'il disparaissent. Personnes, effectivement. Oui, voilà, justement, si une femme se présente à toi en montrant un petit peu ses failles, ses vulnérabilités, en t'exposant ses peurs, Ouais, je trouve que peut-être je suis trop américain là-dessus, mais oui, j'aime cette honnêteté. Quand j'entends plusieurs copines françaises quand elles me parlent des Français, j'ai l'impression que les Français ils font beaucoup de stratégies aussi de leur côté. Ils sont très, ils parlent pas, ils restent vraiment sur le doute. Ils préfèrent jouer beaucoup sur le non-dit. Et j'ai l'impression que c'est plus courant. Peut-être c'est le problème, c'est le français, peut-être, je sais pas. Et l'idée, c'est pas tant de se montrer, mais de ne pas se cacher. Parce que en fait, quand on est sur se montrer, on fait quoi? On fait une liste presque avec du je te préviens, attention, je te préviens, je suis très chiante là-dessus, je suis très névrosé là-dessus, très casse-couille là-dessus. Tu vois, c'est quoi cette liste? Non, c'est plutôt je vais parler librement, sans mettre un juge au-dessus de ma tête pour dire non, dis pas ça. Je ne me cache pas, et donc simplement je ne me cache pas, l'autre va la découvrir tout seul, la vulnérabilité. Aussi de me mettre tout nu, comme ça, s'il accepte ça, je sais que c'est le bon. Exactement. Tout de suite. Donc c'est trop honnête, trop. Exactement. Alors, on a une question de Mélodie Gardot, justement. Mélodie Gardot, qui parle tellement d'amour dans ses chansons, et notamment dans son dernier album, Entre deux, fait aussi de la photo, puisque j'ai discuté avec elle lors du vernissage de son exposition. Et on aura d'ailleurs des extraits à diffuser lors des 2 prochains talk-shows en lien avec les thématiques. Mais en attendant, Mélodie Gardot a une question pour toi, Franck. On va l'écouter, on va mettre nos casques. Ok. Bonjour Franck, j'ai une question pour vous. On parle toujours de la honeymoon period, ça veut dire que l'amour, le passion et tout ça, ça dure pendant presque 1 an et après ça tombe, ça redescend. Je voudrais savoir, c'est quoi le secret de garder ça et cette feeling, cette passion bouleversant pour le reste de la vie, quoi, jour à jour, qu'on reste comme on était pour la première rencontre. Elle parle hyper bien français. Alors la question de Mélodie, c'est un peu comment entretenir la passion? Oui, quelque part. Moi, je pense que en fait derrière cette question, et elle parle de passion comme de passion du début, et je crois en fait qu'elle est en train de parler de quête d'intensité, comme comment on fait pour que ça reste toujours aussi intense.
Et je crois en fait qu'il y a plusieurs façons de toucher de l'intensité. On peut toucher il y a une forme d'intensité dans la rencontre, dans la peur qu'on a de l'autre, d'être vu, de se découvrir, etc. Il y a une intensité à ce niveau-là. Mais moi, je connais une autre intensité, quelque chose qui est l'intensité est toujours liée au danger. Et il y a quelque chose en fait de bien plus dangereux encore, qui n'a peut-être pas encore été exploré par Mélodie. C'est le danger qu'il y a d'oser se mettre à appartenir à quelqu'un, à s'offrir complètement à quelqu'un. Et ça renvoie en fait sur l'idée de ne pas garder comment je peux faire en sorte que tout reste tout le temps intense entre nous, comme si notre vie allait toujours se passer sur des plages de sable blanc et des pétales de rose sur des plumards, et tu vois, de dépasser cette idée-là pour voir en fait à quel point il y a de l'intensité à vivre la routine, vivre quelque chose de banal, de simplement humain avec un autre, sans se débattre pour que ça devienne super intense, et que tu vois, il y a une énorme intensité à oser vivre la vie banale, traverser la routine avec quelqu'un qu'on aime, vivre un truc tout bêtement en jogging devant la télé, et de pas se demander en fait si c'est intense ou pas. Simplement l'autre est là et ça suffit. Et je trouve que là il y a une intensité à trouver. D'autant plus que, si tu veux, pour une femme qui fait ce genre de métier, qui est constamment dans cette intensité, elle doit toujours être au top, elle doit être efficace, elle doit être compétente, elle doit se démultiplier. Et cette intensité, si elle la retrouve tout le temps et partout, ça ne sera plus de l'intensité. Parce qu'en fait, on connaît l'intensité dans notre vie que fonction des moments moins intenses. Si je me mets à avoir que de l'intensité partout, je pars dans une forme d'escalade, et c'est cette fameuse escalade qui amène les gens qui vivent dans le showbiz et uniquement dans le showbiz, qui les emmène vers la drogue, vers l'alcool, vers la défonce absolue, parce que en fait l'intensité n'est jamais assez intense. Et là en fait l'autre peut nous offrir effectivement cet autre espace qui est moins intense, qui fait que lorsque je retourne dans l'espace du business, je retrouve de l'intensité. Si tout devient intense, plus rien n'est intense. Et là, en fait, elle a un espace qui s'offre à elle, au bout de ces 1 an ou du temps qu'il faut, ça n'a pas d'importance. Il y a un espace qui s'offre à elle, c'est vivre avec son homme quelque chose où l'autre va être vécu comme une île, un endroit où je peux enfin quitter le personnage, m'oublier 5 minutes, arrêter d'être moi, arrêter d'être intense, retrouver quelque chose de calme, de serein, de peinard. Et du coup, quand je vais retourner dans mon business, je vais retrouver la passion et l'intensité du début. C'est à cet endroit-là qu'il faut retrouver de l'intensité et de la passion du début, dans le plaisir qu'elle a au boulot, de se confronter à son public, de la peur qu'elle a sur scène, et c'est là en fait qu'elle va retrouver cette intensité. Et du coup, là d'un seul coup, tout ceci peut s'équilibrer. Moi, c'est comme ça que je m'y prendrai à sa place, et je pense que il y a plus d'intensité qu'on imagine à oser dire un jour qu'on est capable de se dire mon homme m'appartient et j'appartiens à cet homme, et de plonger là-dedans et de s'y fondre. Ça fout la trouille. Mais il y a aussi un côté de trouver le côté magique dans le train-train aussi, le quotidien, dans le sens où peut-être je suis alcoolo, mais ouvrir une bouteille de vin, je sais pas, de faire tiens, on fait un petit truc pour que ce soir soit un peu différent, où on fête quelque chose qui, même s'il y a rien fêté, on fête. Carrément, je te rejoins là-dessus. Bon, après, j'aime le vin. Quelles sont les peurs les plus fréquentes du début de couple? On va peut-être les lister. Justement, tu nous aides, Sébastien. Les peurs les plus fréquentes. Alors, la peur de, je sais pas, moi je dirais la peur de l'engagement, la peur du rejet, que l'autre ne nous aime pas, la peur d'être trompé. Vous en avez d'autres? Aidez-moi, parce que là, je suis toute seule à lister les peurs. Ouais, mais toi, t'as une liste. Oui. C'est vrai. Tu nous as intimidés avec la liste. Mais moi, je pense qu'être sur la même longueur d'onde, d'être aussi autant à fond sur l'autre que l'autre est sur nous. Moi, je sais pas si c'est et ça renvoie peut-être aussi au rythme du début. Peut-être qu'il y en a un qui s'enflamme un peu plus que l'autre. C'est ça, la fréquence où on se voit au début. Justement, c'est très délicat dans la première semaine, même mois, à quelle fréquence on se voit, quand est-ce qu'on déménage ensemble, tout ça, je trouve que c'est très délicat et c'est difficile d'être sur la même longueur d'onde. C'est ça, c'est d'harmoniser le rythme en fait, c'est ça? D'être au début de trouver le rythme. Trouver le rythme et être aussi à l'aise sur
Ouais, la fréquentation. Quand je dis fréquentation, c'est le nombre de fois on se voit dans une semaine, le rythme. Alors, les mêmes envies de se voir aussi. Ouais, je pense que ça, c'est une paire de plein de personnes. Est-ce que, je suis à fond, j'aimerais le voir tout le temps, et l'autre dit, peut-être pas tout le temps, mais un jour sur 7, je sais pas. Et je pense que ça crée pas mal de stress. Oui, c'est ça, comment on fait justement quand on n'est peut-être pas au même rythme au départ, qu'il y en a un qui... L'autre, en fait, il y a un truc où je rencontre l'autre et l'autre me rencontre, et la question, elle est toute simple, et il y a même pas besoin de la formuler, c'est parti. Et l'autre, s'il est OK sur c'est parti, c'est parti. Et à partir du moment où c'est parti, c'est évident, en fait, que passer du temps à faire autre chose que voir l'autre, ça sert juste à rien, que la distance entre nous est absolument nulle et non avenue, j'en ai rien à cirer. Si je dois déménager avec mes 4 gosses, avec mon ex-femme, faire des ponts, créer un train, poser une ligne ferroviaire, je m'en fous, je le ferai. Enfin, au départ de la relation, quand même. De plonger comme ça, là. Mais en fait, oui, c'est comme ça que je vis le truc. C'est je plonge ou je plonge pas, mais je ne connais pas je plonge un petit peu. J'ai vraiment du mal avec ce truc-là. Mais quand tu disais ça, tu vis le truc à fond, tout de suite, si t'es à fond. Oui. C'est-à-dire que oui, clairement. Mais je veux dire que c'est une question de rythme. Si les deux personnes sont d'accord pour se voir une fois par semaine, les deux, aucun sont vraiment à fond, mais ça match. Est-ce que ça veut dire qu'ils devraient être ensemble? Mais c'est peut-être leur notion du à fond, c'est ça. C'est tout à fait. Mais c'est ça, c'est une question, mais c'est exactement ce qu'il dit. C'est une question de longueur d'onde. Donc à partir du moment où on est sur la même longueur d'onde, ça y est, il y a plus d'obstacles. Est-ce que les peurs du début de couple sont les mêmes chez les hommes et les femmes? Moi, par exemple, au départ, ce qui peut me faire un petit peu peur, c'est peut-être de miser pour rien. C'est aujourd'hui j'ai 39 ans, j'ai pas envie de jouer. Tu le disais, j'ai pas envie d'être prise pour une conne, si je peux dire ça. Est-ce que chez les hommes, on retrouve le même type de peur, ou est-ce que c'est différent au départ? Moi, je sais qu'il y a une peur qui est phénoménale chez les hommes, c'est la peur d'être impuissant. C'est-à-dire la peur d'être confronté à l'impossibilité de combler l'autre. Ils ne veulent jamais devoir se retrouver confrontés à quelque chose qui va les amener à faire preuve d'impuissance. Si je suis face à une femme et que je sais qu'elle sera impossible à combler parce qu'elle est un puits sans fond de dénigrement d'elle-même, je préfère laisser tomber. Donc je pense qu'une des premières peurs chez un homme, c'est est-ce que elle pense que les hommes sont là pour les rendre heureuses, pour les combler, pour les amener à la réalisation et à la plénitude. Je pense que une des peurs pour les hommes, c'est cette attente phénoménale. Tu vois, et j'en vois une autre qui est une des peurs du début, qui est la peur d'être démasqué dans un des archétypes de l'homme, le queutard, l'infidèle, le non engagé, le jaloux malade, etc. Donc la peur d'être confronté à ces démons, j'ai envie de dire. Aussi c'est faiblesse. J'ai l'impression que notre société en fait en sorte que on devrait être fort. Et je pense que quand tu as dit démasquer, je sais pas si c'était ça. C'est ça. Ouais, ok. Donc c'est l'idée, oui, qu'on veut pas, comme exemple, pleurer devant sa chérie, c'est quelque chose que je pense qu'on fait pas, la plupart d'hommes ne font pas le premier date. C'est trop bien. Ne me quitte pas. Ouais, dans ce sens-là, ça marche. On l'a jamais fait, moi. Mais, je pense qu'on a un peu peur de ce genre de choses, d'être vu comme trop féminin, quelque part. Ouais. Et parce que je pense qu'il y a un équilibre aussi à trouver, parce que à la fois j'ai l'impression que les femmes cherchent ça, elles aimeraient avoir un homme sensible et tout ça, mais en même temps pas trop non plus. C'est très simple. Tu as le droit d'avoir la larme ici, mais faut pas qu'elle coule. Voilà. Donc c'est une ligne très fine. Donc voilà, je pense qu'il y a une grande peur là-dessus aussi. Ouais, c'est vrai. Et pourtant, c'est beau la sensibilité chez un homme. Mais je comprends ce que tu dis. C'est comme si on voudrait avoir un homme sensible, mais viril aussi. Mais viril, voilà. Faut qu'il y ait un bon équilibre. Ouais. C'est ça. C'est le gorille et l'agneau. Comment faire quand les peurs sont différentes au sein d'un même couple? On a un bon exemple avec Laure et Mickaël qui se sont rencontrés il y a quelques mois et qui ont accepté de chacun nous livrer leurs angoisses en ce début de relation. On commence avec Laure puisqu'elle a un problème, c'est la jalousie. On va l'écouter. Voilà, moi c'est Laure, donc je suis en couple depuis 3 mois et en fait c'est plus fort que moi. Je ressens assez souvent un fort sentiment de jalousie
par rapport aux autres femmes qui peuvent être dans l'entourage de mon mec, et de peur qu'on me trompe. Et ça me renvoie à mes histoires passées, où par le passé, j'avais les téléphones de mes anciens compagnons. Et forcément, qui cherche trouve, hein, donc je trouvais forcément des messages qui n'étaient pas respectueux pour moi. Et aujourd'hui, je veux partir sur des bases saines. Je ne le fais plus, par contre, je lutte pour ne pas le faire et ne pas revenir sur mes anciens schémas. Alors que concrètement, il n'y a rien, il n'y a aucune action aujourd'hui qui ferait que je puisse douter de lui. Voilà, je veux vraiment lui faire confiance et j'aimerais savoir comment faire pour avancer plus paisiblement dans la relation. Voilà, un petit conseil pour Laure, qui donc des problèmes de jalousie. Évidemment, quand elle est en train de parler de jalousie, elle parle de rivalité féminine. Sa jalousie dit je vis sous une certaine pression, je vis dans l'angoisse du moment où le couple va s'arrêter. Le truc qu'elle doit capter, c'est que le seul truc qui vous guérit de l'angoisse de l'arrêt du couple, c'est l'arrêt du couple. C'est que lorsque le couple s'arrête, que enfin disparaît la tension qu'il y a à vivre dans un couple où on a peur que ça s'arrête. Je pense que ce qu'elle cherchait en fait dans ses téléphones, c'était le moyen de enfin rompre, parce qu'au bout d'un moment, en fait, il y a tellement de tension à attendre le moment où on va être trahi, que le seul truc qui va nous soulager, c'est enfin la trahison. C'est enfin j'ai la preuve qu'il est bien comme tous les autres, et enfin je peux retourner au calme et à la sérénité. Et aussi, j'avais raison. C'est ce soulagement de dire tu vois, j'en étais sûr, là je peux cocher, évidemment. Donc tu vois tout le bénéfice, c'est je donne raison à mon personnage et en plus je suis soulagé de la tension. Donc je pense que ce serait intéressant pour elle qu'elle voit qu'elle espère en fait être trahie, parce que ça lui demanderait, si elle n'est pas trahie, d'aller encore plus loin dans la relation. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est que la jalousie, et on parlait tout à l'heure de défauts et de qualités, la jalousie en fait c'est aussi vécu comme une qualité. C'est super cool, moi j'adore, ma femme est jalouse et j'adore ça. C'est-à-dire, j'adore qu'elle ait ce petit truc de, attends là, mon coco, hein, tu vois, t'es à moi, hein, et j'aime beaucoup sentir ce truc-là. Par contre, ma femme ne fait pas l'erreur d'essayer de pallier à sa jalousie. C'est-à-dire, elle est jalouse et sa jalousie, elle la laisse à cet endroit-là. Elle n'essaye pas de combler cette peur en me traquant, en me posant des questions, en essayant de maîtriser, en fouillant dans ma vie, en machin. Elle ne fait pas d'effort pour essayer de supprimer cette jalousie. Et en fait, c'est là tout le truc. C'est je suis jalouse, cool, ça veut dire que je tiens à l'autre. Et point, je reste à cet endroit-là, je garde ma peur. Mais qu'est-ce qui peut me permettre de vivre avec cette petite peur-là qui traîne ? Tout simplement, je me rappelle que je ne suis pas en sucre. C'est-à-dire que je ne peux pas vraiment vivre une relation si je n'accepte pas d'emblée que cette relation puisse avoir une fin. On est sur la peur de la fin de la relation. Mais aussi, je pense, avec la jalousie, surtout féminin, j'ai l'impression qu'il y a aussi une peur, pas seulement que ça s'arrête, mais aussi d'être prise pour une conne. J'ai l'impression que cette phrase-là, j'ai entendu plusieurs fois chez les Françaises, c'est je veux pas être prise pour une conne. C'est-à-dire d'être vraiment, s'il me trompe, du coup, c'est pas seulement que ça s'arrête, mais aussi que c'est moi, la conne, quoi, tu vois. Donc, j'étais bête dans cette relation, et je pense qu'il y a cette peur, j'ai du mal à l'exprimer, mais qui est aussi de l'ordre, mais je suis d'accord que la peur du coup d'y être, du coup elle va droit dans ce chemin. Exactement, elle y va. Mais déjà le fait qu'elle soit honnête avec ça, c'est cool. Je pense aussi elle devrait sûrement être honnête avec son mec là-dessus. Elle lui en parle justement, elle lui dit tu vois là j'ai été jalouse, tu vois là je t'ai vu discuter avec la voisine, ça m'a fait un truc, mais voilà je suis jalouse. Et ça serait intéressant de savoir comment lui il réagit à ça. Et moi je suis un peu dans le même esprit que Franck, c'est-à-dire que entre ma femme et moi on est jaloux. En fait, ma chérie, elle se plaint parfois que je suis pas assez jaloux. Elle peut flirter avec d'autres mecs. Elle est agacée que je suis pas assez jaloux. Vas-y, énerve-toi. Tu vois, je pense, ça va, tu peux flirter, ça me gêne pas, tu vois. Putain, pourquoi tu... Et donc, c'est drôle de penser que, effectivement, parce que c'est un jeu, justement. Ça peut aussi réconforter que oui, comme tu as dit, que oui, on peut être jaloux, c'est un bon signe aussi. Il y a un autre aspect à voir en fait dans ce qu'est en train de dire Sébastien, c'est que lorsque j'ai peur d'être prise pour une conne, le truc qui va avec ça, c'est que lorsqu'on est jalouse, on aura tendance à aller demander à l'autre des garanties.
Mais le truc, c'est que quand on demande à l'autre des garanties, on est au fond en train de lui dire, si je schématise, dis-moi que demain tu seras encore là, dis-moi que je suis la plus belle, dis-moi que tu ne me trahiras jamais, dis-moi que tu ne vas jamais t'enfuir. Mais l'autre ne connaît pas demain. L'autre, il n'en sait rien. Il connaît pas demain. C'est pas Madame Irma. Il ne sait pas ce qui va se passer dans 1 heure, dans 10 heures. Il ne sait pas. Donc, quand on répond à cette demande de garantie, le seul truc qu'on puisse réellement offrir à l'autre, c'est un mensonge. C'est-à-dire le mensonge de oui, je serai là demain, oui, je ne te quitterai jamais, oui, tu es la plus belle du monde. Et une fois que l'autre réceptionne ce mensonge, qui est un mensonge, elle le sait, elle dort pas, hein, elle sait aussi qu'on connaît pas demain. Quand elle réceptionne ce mensonge, ça l'insécurise encore plus. Et finalement, plus je demande de garantie, plus j'obtiens de mensonges, plus j'obtiens de mensonges, plus j'ai la trouille, donc plus je demande de garantie, plus j'obtiens de mensonges, plus j'ai la trouille, et au bout d'un moment, en fait, on vit avec un menteur, qui n'arrête pas, en fait, d'essayer de nous sécuriser, et plus il nous sécurise, plus c'est insécurisant, parce qu'on sait qu'il n'y en a pas, au fond, de sécurité. Il n'y en a pas. Donc dans la mesure où il n'y a pas de sécurité, on vit le couple comme ça. Oui, je suis jaloux, mais je ne fais rien pour empêcher quoi que ce soit d'arriver, parce que j'accepte l'idée que l'autre disparaisse de ma vie. Ce qui peut me donner le courage, c'est toujours donc ce truc de je suis pas en sucre, mais il y a aussi un autre truc, c'est moi je le vis comme ça, parce que je suis très amoureux de ma femme. Mais il y a quelqu'un dont je suis encore plus amoureux au monde, et c'est Franck. Et j'ai mis du temps à capter ce truc-là, mais je peux encore vivre sans elle. Si elle me met un coup de couteau dans le cœur, tant pis, j'irai en enfer pendant 2 ou 3 mois et je ressortirai avec Franck, qui aura un coup de couteau dans le cœur, mais qui continuera de manger, de boire, de vivre, de rigoler et de vivre sa vie. Et elle ne peut pas m'empêcher d'être avec moi. On a la trouille tous les deux, ça fait peur à tous les deux, et pour tous les deux, on est capable de vivre un chagrin d'amour. Tous les deux, on a des inquiétudes. Tous les deux, pour moi, j'ai pas de catégorie dans les chagrins d'amour. Si ça doit faire mal, que ça fasse mal maintenant, que ça fasse mal dans 5 ans, ça fait mal. Et c'est tout. Il faut simplement, à mon sens, pour qu'une relation puisse être bien vécue, accepter l'idée qu'elle puisse s'arrêter. Si on refuse cette idée, on va directement l'arrêter. Donc Laure doit se détendre avec sa jalousie, même toutes les femmes qui sont jalouses, qui nous regardent, voilà. C'est juste on vit avec, c'est un peu inconfortable de sentir ce sentiment de jalousie, mais en fait, le plus inconfortable, c'est de lutter contre ce sentiment. À la limite même, elle peut l'offrir à l'autre. Simplement l'offrir à l'autre. Voilà. Je t'ai vu parler avec la voisine, ça m'attrape le ventre, purée, mais qu'est-ce que je t'aime, j'ai envie de te manger. Et l'autre, ça lui fait plaisir, et l'instant est beau, et on s'arrête à cet endroit-là. Alors on va écouter justement le copain de Laure, Michael, qui lui a d'autres oui, il était en train donc de baiser la voisine. Donc. Bonjour, Michael, 35 ans. Je suis en couple depuis 3 mois et je ressens l'envie de me projeter avec ma compagne. Mais les angoisses liées à l'échec me font peur. Je ressens une baisse d'estime de moi. Comment ne pas transférer les angoisses du passé aux nouvelles relations ? Donc là, pour moi, si tu veux, on retourne immédiatement à l'endroit que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la peur de l'impuissance. Pour moi, c'est ce dont il est en train de parler, c'est-à-dire, je sens que j'ai envie d'aller plus loin, mais j'ai un problème d'estime de moi, c'est-à-dire, suis-je à la hauteur ? Est-ce que j'ai le niveau ? Est-ce que je vais être assez performant ? Et ça renvoie toujours sur ces mêmes trucs de sentiment d'impuissance. Le sentiment d'impuissance va grandir fonction de à quel point Laure, donc sa compagne du moment, va avoir besoin d'être sécurisée. C'est ce que j'appelais tout à l'heure le puits sans fond insondable. Si en fait Laure se sent tellement nulle dans la vie qu'il faut tous les jours la rassurer, tous les jours la sécuriser, ben lui en fait plus le temps va passer, plus il va se retrouver confronté à son impuissance à sécuriser sa femme. Et en fait, lui, il va fuir son impuissance, et c'est comme ça qu'il va fuir le couple, et elle va fuir son insécurité, et c'est comme ça qu'elle va fuir le couple. Donc, dans un cas comme ça, il faudrait simplement se rappeler que Michael n'est pas chargé de réparer sa femme, combler sa femme, etc. Il est juste chargé de l'aimer telle qu'elle est. Un petit conseil pour les deux, justement. Ce qui pour pas en arriver à ce qui suit, mais exactement, quand même. C'est exactement. quand même ça l'objectif. Mais oui, mais tout à fait, parce que en fait c'est très simple. Et ils sont à un endroit qui est magnifique. Moi, j'adore ce moment du couple. Ils sont en train de découvrir qu'ils ont tous les deux la même peur. C'est la peur de la fin du couple, en fait. Exactement. Ils ont peur de pas pouvoir, que ça n'aille pas plus loin que d'habitude et que ça s'arrête là. Ils ont tous les deux la même peur et ils ont tous les deux stratégies différentes pour détruire les couples. Un qui est se sentir impuissant et l'autre qui est avoir peur de se sentir trahi. Donc une fois qu'ils vont pouvoir communiquer là-dessus, ils vont pouvoir se dire mais en fait,
Moi, ma jalousie et tout ça, c'est parce que j'ai peur qu'on n'aille pas plus loin. Et lui, il va dire, ah, mais moi, en fait, mon sentiment d'être nul, c'est la peur de pas aller plus loin. Bah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va plus loin. C'est une super bonne nouvelle, finalement, ouais, ça, d'avouer ce exactement, chose-là. Exactement. Et c'est extrêmement fréquent qu'on ait une peur qui soit en miroir. On est dans une peur commune et chacun développe une stratégie différente pour y arriver. Donc, en gros, le conseil, si on peut donner un conseil, c'est quand on ressent de la peur, quand on ressent quelque chose, c'est juste de l'exprimer à son compagnon. En fait, tout simplement, pour lui donner, lui aussi, l'opportunité peut-être d'exprimer ses peurs. De nous aimer à cet endroit-là, d'exprimer ses peurs. Et puis, on sait en fait que un couple c'est des hauts et des bas et que il va falloir qu'on accepte les creux de vague. On va s'en prendre plein la gueule. On va douter, on va avoir envie de fuir, on va se sentir nul, on va machin. Et il va falloir parler et parler encore et parler encore et parler encore. Donc oui, il faut être d'accord pour prendre les vagues. Si en fait à la première tempête on dit ah je descends du bateau merci, là en fait on n'est pas en sécurité, on peut pas le faire. Ouais, mais comme tu as dit, je pense parler. Je pense que communication, vraiment, c'est parce que quand on fait ces vagues-là et on est tout seul parce qu'on ne sait pas que l'autre est en train de vivre la même vague, mais au moment où tu dis, il y a une grosse vague là, non? Ça aide tout de suite et on peut affronter la même chose au même temps et trouver des solutions à tout cela. Tandis que si t'es tout seul dans ton coin, parce que tu t'en as pas parlé, du coup, tu as la sensation que tu vis tout ça, tout ça. Là. Exactement. Évidemment, pour passer les vagues ensemble, lorsqu'on est déjà d'accord sur le principe de passer les vagues ensemble, il faut se rappeler en fait que face à une vague, il va y avoir deux stratégies différentes. Et c'est là en fait qu'il faut comprendre que la stratégie importe peu, on est d'accord pour passer la vague. Ne vous arrêtez pas sur la forme, ne vous arrêtez pas sur le moyen d'y parvenir. Sachez que au fond, vous êtes OK pour un truc, c'est passer la vague. Et évidemment que madame va avoir une stratégie particulière pour passer la vague et que monsieur aura une autre stratégie pour passer la vague. Et lorsque monsieur se réfugie dans son garage pour travailler dans son atelier parce qu'il souffre, c'est pas parce qu'il veut fuir, c'est pas parce que ça l'intéresse pas, c'est parce que lui, c'est sa manière de passer les vagues. Et lorsque elle monte sur ses grands chevaux et qu'elle commence de vouloir tout régenter et machin, c'est pas parce qu'elle a envie d'être chiante, c'est parce qu'elle pense que c'est la seule qui va pouvoir nous emmener de l'autre côté de la vague, mais en fait elle est sur le même truc. Et c'est là que la communication intervient. On a le même problème en face et deux stratégies différentes pour y arriver, ça ne signifie pas qu'on est des ennemis. Les vagues, c'est un moyen de se connaître ? Oui, tout à fait. Je pense que sans les premiers soubresauts, sans la première violence de la première vague, je pense même en fait qu'elle est fondatrice. Si tu vois, on est sur le début du couple et en fait de début du couple à couple, en fait ce qui nous fait passer le truc, pour moi, c'est une dispute, c'est une vague, c'est un truc et en fait la façon dont on va le passer ensemble ou pas dit tout de la fondation du couple. On va commencer à pouvoir dire bon alors on fait quoi? On est deux ou on est un? S'il y a une idée qui devait un petit peu résumer, une idée à retenir, qui serait importante pour les gens qui nous regardent justement, dans ce début de couple, quelle est l'idée? Qu'est-ce que tu as retenu? Moi, je pense être authentique. Vraiment, pour moi, c'est la clé. Pas forcément mettre toutes les cartes sur la table le premier soir, mais je pense que effectivement ne pas être dans la stratégie comme tu as dit parce que ça fait fuir. Moi je suis pas attiré à quelqu'un où je sens tout de suite qu'il y a un côté faux. Au contraire, je suis souvent attiré par des femmes qui sont cash, qui sont elles-mêmes. Et au contraire, je trouve ça encore plus séduisant. Une femme qui s'assume, qui montre ses défauts et elle est détendue avec ça. Qui est tranquille avec ça. Il y a rien plus sexy pour moi que ça, quoi. Et même physiquement, c'est-à-dire que si elle a des défauts, mais elle s'en fiche de ses défauts, même physiques, c'est encore plus attirant. Donc, je pense que l'authenticité est très importante, au début, et parce que ça dégage une confiance qui attire des gens. C'est forcément quand tu es confiant, les gens vont venir vers toi et vont avoir envie d'être à côté de toi. Je parle pas uniquement du couple, mais un côté amical même. C'est vraiment c'est quelque chose qui est très important. Ouais. Donc l'authenticité et la communication. La communication, évidemment. Et Franck ? Je pense que s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, c'est que faut se rappeler quand on se rencontre, on a tous les deux peur. On est dans le même bateau et on n'est pas des ennemis.
Et je pense que si on retient ça déjà, on est en passe de pouvoir embarquer en destination pour la première vague. On embarque, mais on a tous les deux la trouille et c'est pas grave. ça va le faire, on va passer les vagues. C'est ça s'appelle de la vie. Alors Sébastien, comme tu as présenté le festival de Montreux, je vais te demander de conclure cette émission, de prendre ma place. Je vais te donner ma petite fiche, parce que ce serait sympa d'avoir une petite conclusion à l'américaine. Ouais, je me débrouille. On va changer de place, tu vas carrément prendre ma place, Sébastien. Complètement, oui. Parce que Sébastien a présenté le festival de Montreux, mais il joue aussi en anglais. Ouais. Thank you so much for watching this show. We hope you enjoyed it. If that's the case, please subscribe to the button that you see wherever it is. If you loved it, share it with friends, right? The subject or the theme, yes, of our next show will be how to enjoy life in the couple. No, yes. So how to live it in a serene way. I'm translating directly from French. How to experience your couple in a very serene way. That's going to be the theme of our next episode. So stay tuned. Bravo, c'est parfait. Thank you. Merci à toi. J'adore quand les gens applaudissent quand je parle anglais. C'est génial. Alors Sébastien, tu es sur la scène du Métropole, du théâtre Métropole, du jeudi au samedi. C'est un super spectacle, on est allé te voir avec Arnaud, c'était vraiment super, c'est vraiment chouette. Et puis on peut t'entendre aussi en anglais. Oui. Justement, au Barbès Comedy Club, ça c'est le dimanche. Le dimanche. Alors ça, l'ambiance est un peu plus cabaret, explique-nous un peu. Oui, en fait c'est un plateau. Pour les gens qui savent pas ce que c'est un plateau, c'est une soirée, un spectacle où il y a plusieurs humoristes. C'est pas un one-man show, c'est pas une personne, mais c'est plusieurs humoristes. Et donc c'est un plateau anglophone que j'anime depuis plus que 10 ans maintenant. Et donc c'est un mélange des Français qui parlent anglais, des anglophones comme moi qui habitent en France. Parfois ils sont de passage. Et donc c'est une super soirée tous les dimanches 20h30 pour les gens qui parlent un peu anglais, bien sûr. Et donc ça c'est au Barbès Comedy Club et je le présente. Donc je suis que le MC, mais je fais quand même pas mal de blagues aussi parce que je parle avec le public, je les chauffe et aussi je teste beaucoup de blagues en anglais à ce moment-là. Et donc voilà, c'est toujours un bon moment. Et ouais, c'est hyper sympa. En plus, on peut grignoter, on peut boire quelque chose. On est vraiment dans une ambiance plus dans l'américaine. C'est ça, donc comme un comedy club à l'américaine, ouais. Eh ben, merci beaucoup Sébastien, merci Franck. Merci. Également, comment profiter de la vie du couple, ce sera le thème du prochain talk show et on se quitte après le générique avec un extrait de l'entretien préparatoire justement avec toi Franck sur ce thème-là. Merci à tous les deux. Merci Sébastien. Merci à toi. Ma liberté, c'est d'être là. Ma liberté, c'est de lui appartenir. Ma liberté, c'est en fait de renoncer à ma liberté pour l'amour, quoi. Et ça a été long à comprendre. Mais j'ai envie, et c'est une envie claire et délibérée. J'ai envie d'être utilisé. J'ai envie de me sentir obligé. J'ai envie en fait d'avoir le sentiment que l'autre a besoin de moi, de m'utiliser pour son bonheur, de m'utiliser pour sa joie, de m'utiliser pour son confort, de m'utiliser pour sa sécurité ou pour sa jouissance. Et pour ça, du coup, je n'ai pas envie d'avoir une relation de partage avec qu'est-ce que j'amène, qu'est-ce qu'elle amène. Vous devriez moins parler de vos relations et vous devriez plus les vivre, vos relations. Vous pouvez pas passer votre temps à informer l'autre verbalement que vous l'aimez. À un moment donné, il faut mettre ça dans ses gestes, il faut mettre ça dans ses regards. Quand en fait on s'arrange pour que l'amour ne soit pas quelque chose dont on informe l'autre, mais quelque chose en fait que l'autre finit par infuser sans même s'en rendre compte. L'autre doit être aimé, il doit être aimé, il doit pas savoir qu'il est aimé. Il doit être aimé, ça doit être en dessous de lui, il doit pas s'en rendre compte. Ça doit arriver d'une manière tout à fait insidieuse. L'autre se sent aimé.